Salut à tous, salut à toutes. Pendant plus de 30 ans, j'ai interviewé les plus grands athlètes pour France Télévisions. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de retourner à l'origine, de retourner à la base, là où se construit le sport, là où se construisent les histoires des hommes et des femmes dites ordinaires, mais qui réalisent des choses extraordinaires et dont les témoignages sont particulièrement inspirants. Alors évidemment, leur cœur est quelquefois lourd, les valises qu'ils portent sont également très lourdes à porter, mais peu importe, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils témoignent, eh bien nous donne envie d'aller plus loin, nous donne envie de leur ressembler peut-être, nous donne envie de repousser nos limites. Et c'est exactement l'objectif de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Radio Montel, le podcast. Alors dans ce type de maladie, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif. C'est des maladies pour lesquelles on ne guérit jamais vraiment. Antoine Géry, 32 ans, ancien rugbyman de bon niveau. À la suite d'une commotion, on lui détecte une tumeur au cerveau, incurable actuellement, dans l'état des recherches. Antoine participe avec une équipe mixte, soignant-soigné, à un trail de 180 km dans le sud du Sahara marocain. Voilà, Antoine Géry, j'allais dire passionné de rugby, c'est vrai ou pas ça ? C'est vrai. Ça remonte à quand, cette passion pour l'ovale ? Je pense à assez longtemps parce que mon père est clermontois d'origine. Jaunard. Un jaunard, et donc mes grands-parents habitaient à Clermont, et dans ma famille, tout le monde, beaucoup de gens suivaient le rugby quand j'étais petit, donc je pense que j'ai été imprégné par ça. Donc j'ai commencé entre 12 et 13 ans, donc assez tard finalement par rapport à la moyenne, je pense. Et donc j'avais pas mal de retard sur disons les bases, donc sur la technique individuelle, et j'ai rattrapé au fur et à mesure sans jamais avoir été un grand magicien, mais j'avais plutôt des qualités physiques. Je courais assez vite, donc ça m'a aidé. Et donc ça s'est bien passé, et j'ai tout de suite adhéré en fait. Tu jouais derrière alors ? Moi je jouais à l'aile principalement. J'ai tout de suite adhéré, et je me suis fait des super copains, et en fait après, une fois qu'on est tombé dedans, c'est impossible de quitter. Qu'est-ce qui est impossible à quitter ? C'est le jeu en lui-même ou ce lien qui existe entre les joueurs dans une équipe ? C'est les deux, parce que le jeu est quand même hyper libérateur. Le rugby, il y a beaucoup d'espace, on a un grand terrain, on peut s'exprimer. C'était vraiment dans mon élément sur un terrain de rugby, je pense. Et puis les copains, évidemment, ça c'est c'est un peu cliché, mais c'est vrai qu'au rugby on se fait beaucoup de copains, il y a un état d'esprit particulier, et quand on est dedans, en fait, on a du mal à s'en sortir. Et voilà, j'ai joué une petite quinzaine d'années. Quand même, ouais. Ouais, j'ai continué assez longtemps après les années de junior, j'ai continué un peu en senior. À quel niveau alors ? Donc en junior, on jouait au niveau national, mais pas au niveau des clubs pro, juste au niveau du dessous. Et puis après, je suis monté en senior, et j'ai fait quelques années d'abord de réserve en Fédéral 2, et puis ensuite petit à petit j'ai commencé à aligner quelques feuilles de match en Fédéral 2, mais pas plus que ça, quoi. Et puis est arrivé le jour où t'as subi une commotion sévère, c'est ça ? Exactement, ouais. Donc C'était quand ça, en là ? 2017, en octobre 2017 exactement. Donc le club de Suresnes où je jouais venait de monter en Fédéral 1, et à l'époque la Fédéral 1, ça l'est toujours, mais à l'époque c'était vraiment un très bon niveau. Il n'y avait pas de passerelle entre Fédéral 1 et pro. Et donc moi j'avais hésité à ce moment-là à quitter le club, parce que je savais que je jouerais probablement pas en équipe première, et donc finalement c'était moins stimulant. Mais comme il y avait une bonne génération de jeunes, une équipe espoir se formait, moi j'avais encore l'âge de jouer en espoir, donc j'ai décidé de continuer à jouer à Suresnes. Et puis pendant un match, c'était contre Bourg-en-Bresse, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pris un coup de coude, je crois, et donc je suis tombé complètement KO. Mais comme C'était la première fois ? C'était pas la première fois, je crois que c'était la deuxième fois que ça m'arrivait comme ça. Une autre fois quand j'étais beaucoup plus jeune, peut-être à 14-15 ans. C'était la deuxième fois, je pense, mais en tout cas c'est la première fois qu'on m'emmenait à l'hôpital pour ça, quoi.
T'avais perdu connaissance? Je crois. Je me souviens pas trop je me souviens plus du match. Moi, je me suis, en gros réveillé, je dirais, avec des amis qui m'avaient amené à l'hôpital. On m'a fait passer des examens, d'abord un scanner, puis une IRM, et c'est là qu'on a découvert quelque chose sur les images. On a découvert quoi? Alors, l'histoire est assez longue parce que, dans un premier temps, on pouvait pas trop statuer sur ce que j'avais. Il y avait de forts doutes sur ce que c'était, mais on n'était pas capable, les médecins n'étaient pas capables de discriminer entre quelque chose qui potentiellement était, disons bénin et n'évoluerait pas, et quelque chose qui était encore, assez peu agressif, pardon, et qui avait le potentiel d'évoluer. Et donc le seul moyen de discriminer entre les deux, c'était en fait de prendre du recul et faire des imageries espacées, d'abord tous les 3 mois, puis après un peu plus espacées, pour voir s'il y avait une évolution dans la lésion qui la repérait. T'étais prévenu à ce moment-là de... Donc tout de suite, le chirurgien que j'ai rencontré à l'époque, m'a briefé, m'a dit, m'a donné les 2 pistes diagnostiques, et m'a briefé dans les 2 cas en me disant: «Si on s'oriente vers quelque chose qui évolue, la première intention, de traitement sera une chirurgie». Et à ce moment-là, il m'avait déjà expliqué, que dans ce type de tumeur, donc une tumeur qu'on a découvert, dans ce type de tumeur, la chirurgie qui était proposée, c'était une chirurgie éveillée. Tumeur au cerveau, hein? Ouais, tumeur au cerveau. Après, je suis pas un spécialiste, hein, mais, quand on parle de tumeur au cerveau, les gens pensent à une boule, bien circonscrite. En fait, les maladies, comme les tumeurs au cerveau, généralement, sont pas des boules bien circonscrites, c'est plus des maladies un peu infiltrantes, ce qui fait que les chirurgies sont plus difficiles. Et donc, effectivement, le chirurgien m'avait briefé, en me disant: «Si on est dans le cas de la tumeur qui évolue, alors il faudra, à minima, vous opérer». Mmh. Et donc, j'ai été donc surveillé pendant 1 an et demi, à peu près. Sans savoir exactement ce que t'avais, hein? Toujours sans savoir ce que j'avais. Et pendant 1 an et demi, on faisait des IRM, on regardait si ça avait évolué, et puis on voyait pas beaucoup de changements. Donc on a continué la surveillance comme ça jusqu'en avril 2019, pardon, où, là, en prenant du recul, les chirurgiens et les radiologues ont vu que, la maladie avait, un tout petit peu évolué au rythme auquel on s'attend, en termes d'évolution pour ce type de tumeur, en tout cas. Mmh. Et donc à ce moment-là, les chirurgiens m'ont proposé de m'opérer. Est-ce que durant cette période, tu as continué à jouer au rugby? Non, malheureusement non. Ça a été le premier, je dirais, gros bouleversement. Donc moi j'avais 23 ans à ce moment-là. J'étais dans une période de transition complète dans ma vie. Donc je finissais, mes études. Études de? J'ai fait de l'économie appliquée, au secteur de l'énergie, en gros. Et donc je finissais mon stage de fin d'études, au moment où j'ai eu le chaos, j'étais dans la période disons de vacances entre la fin de mon stage de fin d'études et le début de mon premier CDI, quoi. Et donc je démarrais, en fait, en revenant au travail, voilà, je démarrais une nouvelle vie, et avec, ce fardeau qui venait d'apparaître. Et donc le chirurgien d'époque, a été, très clair en me disant que, avec ce que j'avais, il n'était vraiment pas, recommandé de continuer le rugby et de prendre des chocs à la tête. Et d'arrêter complètement le sport, en fait, alors? Donc ils m'ont dit que je pouvais continuer le sport, Ah bon? que je pouvais faire, ce que je voulais, mais qu'il fallait vraiment que j'évite, en tout cas, Le les chocs à rugby? la tête, quoi. Oui, Donc les le rugby, collisions, ouais. Mmh. exactement. Le rugby, bon, c'est un peu difficile de pas prendre de coups à la tête Bien sûr. quand on s'engage. Pareil pour la boxe, hein, mais et Et à donc ce moment-là, quand on te dit ça, tu réagis comment? C'est le ciel qui te tombe sur la tête, ou comment tu vis ce moment-là? Bah, je peux pas dire que ça a pas été difficile, hein, mais, en fait, je me suis quand même enfin, j'ai eu du temps pour, m'approprier le sujet, puisque j'ai été surveillé dans un premier temps. Et en fait, cette période de surveillance, elle m'a permis, je pense, d'assimiler, ce qui était en train de m'arriver, m'a permis de comprendre ce qui m'arrivait aussi. Et donc, je l'ai pas c'est pas le ciel qui m'est tombé sur la tête. Parce qu'il y a quand même eu 1 an et demi entre la découverte et le moment où on m'a dit: «Bon, bah, du coup, en fait, maintenant on est sûr que c'est, cette maladie-là». Et c'est quoi cette maladie? Elle a un Donc nom? dans les tumeurs au cerveau, il y a plusieurs, types de tumeurs, et il y a plusieurs grades de tumeurs. Et donc moi, ça, on pouvait pas le savoir encore à l'époque parce qu'il faut opérer et regarder vraiment les cellules qui sont à l'intérieur de la tumeur. Mais moi, j'ai ce qu'on appelle un gliome de bas grade, donc c'est
tumeur au cerveau lentement évolutive. Et dans les gliomes de Mabrad, là, on a plusieurs, et tous n'évoluent pas de la même façon. Et moi, j'ai un type particulier qui a des mutations génétiques qu'on connaît maintenant. Donc le type particulier que j'ai évolue globalement assez lentement, mais évolue. Et Ouais. si on fait rien, le risque, c'est que la maladie devienne beaucoup plus agressive. Et en fait, le pronostic est quand même mauvais si on fait rien. Ouais. Donc il faut t'opérer. Et donc, à l'époque, il faut m'opérer. Et donc, je subis une première opération éveillée. Éveillé, ça veut dire quoi donc? Donc, éveillé, ça veut dire que dans un premier temps, les anesthésistes et les chirurgiens nous endorment et on commence à ouvrir la tête, préparer, etc. Et nous réveillent au bout de, je sais pas, 1 heure et demie. Et Pendant l'opération? pendant l'opération, ouais. Ils nous réveillent dans le but de faire des tests sur le cerveau pour délimiter en fait une zone, disons, opérable et une zone qu'ils peuvent enlever. Sans dommages collatéraux? Voilà, sans créer de dommages trop importants aux fonctions cognitives. Et donc les tests en fait dépendent de la localisation de la maladie. Donc si la tumeur est située par exemple dans la zone qui contrôle la parole, on va faire des tests de parole, etc. Et donc dans mon cas, c'était plutôt situé dans une zone qui gère la préhension dans l'espace, la représentation mentale, disons, de mon corps et de tout mon espace gauche. Et donc on a fait des tests qui permettaient de s'assurer que en fait j'oublie pas qu'un côté gauche existe dans le monde. Et donc cette phase de test pendant l'opération dure une bonne heure, je dirais, une bonne heure où on est stimulé. Donc il y a donc la chirurgienne opère derrière, on la voit pas, il y a un champ opératoire, on est allongé. Et il y a une anesthésiste qui est avec nous, qui nous aide, qui nous encourage, qui nous rassure. Et il y a aussi une équipe, une orthophoniste ou une neuropsychologue ou les deux, qui nous font faire les tests. Et ces tests-là, on les a préparés en amont. Donc dans les jours avant, les semaines avant, on a passé des tests neuropsychologiques pour déjà voir quelle était la fonction cérébrale juste avant l'opération. Et ensuite, on prépare des tests ensemble, on s'entraîne. Et donc, en fait, quand on est réveillé dans la salle d'opération, bah, on passe juste les tests qu'on connaît déjà en amont. J'ai l'impression que tu es en train de me raconter un entraînement de rugby, là. Cette notion d'équipe, cette notion d'entraînement, cette notion de répétition, de séquence qu'on a appris avant. Alors, ouais, c'est vrai que c'est une bonne métaphore parce que c'est comme ça que me l'ont vendu, en tout cas, les médecins et l'équipe médicale. En fait, ils mettent les patients vraiment au milieu de cette aventure, je dirais, en disant que c'est vraiment sur notre participation qui compte et qu'eux, ils vont juste nous accompagner. Et que du coup, on va préparer tout ça en amont pour que le jour J, en fait, il y ait pas de stress, qu'on n'ait pas de déconvenus et qu'on puisse simplement se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire faire les tests, dire si ça va pas et voilà. Tu es obligé d'avoir quand même une certaine complicité bienveillante avec les gens qui interviennent sur ton corps, en fait. Absolument, ouais. T'es obligé de faire confiance, quoi. Ouais. Donc il faut adhérer au discours. Et pour ça, moi, l'équipe, donc, ma neurochirurgienne, qui est toujours la même aujourd'hui, a été très bienveillante et en fait, j'ai tout de suite eu confiance en elle et donc il y avait pas du tout de sujet. Mais il y a pas que le chirurgien, il y a vraiment toute l'équipe autour. Il y a les neuropsychologues, il y a les anesthésistes, l'équipe médicale justement place cette notion d'équipe au centre de cette intervention. Tu n'as eu qu'une seule opération comme ça ou J'ai été opéré 2 fois. 2 fois éveillé? 2 fois éveillé, ouais. 2 fois éveillé. Donc il se trouve que ce type de maladie évolue tant qu'il reste une cellule, disons, hypothétique, malade dans le cerveau. Mais il se trouve aussi que le cerveau, en fait, a une capacité de réorganisation des fonctions en fonction des zones qui vont être infiltrées par une maladie qui évolue lentement. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, pardon. Et donc, en fait, on sait qu'on peut opérer un jour, devoir s'arrêter à un endroit parce que on peut pas aller plus loin parce que la fonction cérébrale est encore présente à cet endroit-là, mais on sait aussi que au bout de quelques années, le cerveau a eu la capacité potentiellement de se réorganiser et on est capable de retourner opérer des zones qui étaient pas forcément opérables la première fois. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Pour la deuxième intervention. Ils sont allés plus loin que pour la première. Entre la première et la deuxième opération, j'ai eu des traitements. J'ai eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie.
Parce que dans la tumeur vraiment spécifique que j'ai, c'est une tumeur qui répond très bien à certains types de traitements. Alors d'une part, j'étais jeune et assez volontaire, donc les médecins étaient OK pour qu'on soit assez agressif dans le traitement, je veux dire. Et d'autre part, la maladie commençait un tout petit peu à évoluer plus rapidement que ce qui était prévu, et donc c'était un tout petit peu inquiétant quand même. Et donc les médecins ont préféré pas attendre et me proposer des traitements. Donc j'ai fait de la chimio pendant 9 mois et j'ai clôturé ça par de la radiothérapie pendant. Et là, c'était vraiment dur? Non, 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 c'était pas très dur. J'étais jeune et plutôt en forme, donc j'ai quand même très bien encaissé la chimio. J'ai pas été malade. J'étais fatigué un petit peu, mais pas plus que ça. J'ai pas perdu mes cheveux, j'ai pas eu de gros symptômes, hormis le fait que je devais faire mes prises de sang et que j'avais un peu mes globules blancs qui prenaient cher, je dirais. Mmh. Alors ça, j'ai pas beaucoup subi, j'ai un peu maigri, mais pas plus que ça. Donc j'ai continué de travailler. Pendant les 9 mois de chimio, j'ai travaillé. Tu faisais quoi? À l'époque, je travaillais dans un cabinet de conseil qui fait de l'analyse économique sur les marchés de l'énergie. Bah, c'est un truc qui quand même, mobilise beaucoup le cerveau. Est-ce que les 2 opérations, t'avaient rendu, un peu plus cette tâche était un peu plus compliquée? Alors, donc, quand je travaillais dans ce boulot, j'ai été opéré qu'une fois à ce moment-là, et non. En fait, après l'opération, il y a toute une phase de rééducation qui est hyper importante. En tout cas, pour moi, ça a été hyper important, et les médecins m'avaient bien dit que c'était hyper important. Moi, j'y suis comme un bon élève, je dirais. Et donc la phase de rééducation permet en fait de récupérer pratiquement complètement les capacités cognitives versus le préopératoire. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des tests avant l'opération pour avoir une baseline, je dirais. On fait des tests après l'opération, peut-être à 3 mois, puis après à 1 an, pour voir comment on a récupéré. Et dans mon cas, j'avais quand même assez bien récupéré. Donc j'ai fait, après l'opération, j'ai fait 3 ou 4 mois de récup, je pense, dans un centre. Bon, j'étais pas hospitalisé là-bas, mais j'y allais 3 fois par semaine à peu près. Et pareil, après la deuxième opération, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait 4 mois de rééduc. Pendant la rééduc, je travaillais généralement. Enfin, pas les 3 premiers mois, mais ensuite je travaillais. Donc Est-ce que tu avais, en dehors du travail, une vie normale, je dirais? ouais, j'avais une vie, j'avais la vie d'un jeune homme de 24, 25, 26, 27, 28, 29, jusqu'à 32 ans aujourd'hui. Donc ouais, j'ai eu une vie normale, ponctuée de rendez-vous médicaux, de stress et de doutes, parce que forcément, il y a des moments où on a des doutes, enfin les médecins ont des doutes sur l'évolution de la maladie, on sait pas trop, peut-être qu'il faut réopérer, peut-être pas. Voilà, le chemin est quand même semé d'embûches, et c'est finalement ça le plus difficile. Et c'est pour à chaque fois on attend tous les 4, 5, 6 mois une nouvelle IRM qui potentiellement peut annoncer une nouvelle mauvaise nouvelle. Mais au début, cette attente était très dure. Mais maintenant, je l'ai plus intégrée et ça va mieux. Et donc oui, j'ai eu une vie complètement normale. J'ai changé de boulot. Je me suis marié récemment. J'ai eu une petite fille qui a 15 mois, 16 mois maintenant. Donc vraiment, je peux pas dire que ma vie est vraiment changée. Peut-être qu'elle aurait été différente si elle n'avait pas été malade, mais en tout cas, j'ai une vie un peu plus normale. N'empêche que tu as cette épée de Damoclès toujours au-dessus de la tête. Qu'est-ce qu'on t'a dit, en matière de guérison éventuelle? Alors dans ce type de maladie, il n'y a pas aujourd'hui, dans l'état actuel de la recherche médicale et des traitements qui sont possibles, il n'y a pas de traitement curatif. Je crois qu'il existe quelques cas, des patients qui ont été opérés, on a vraiment tout enlevé et même plus, et qui ne récidivent jamais. Mais théoriquement, c'est des maladies, pour lesquelles on ne guérit jamais vraiment. Mais le but des traitements qui sont faits, donc soit des opérations, soit des chimiothérapies, soit de la radiothérapie, c'est pas nécessairement de guérir, mais c'est de retarder l'évolution. Et comme on est sur des maladies qui évoluent lentement et pendant des années, voire des dizaines d'années, voire plus parfois, voilà, le but c'est de retarder au maximum, je dirais, l'évolution. Et donc moi, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, dès qu'on a un doute sur une potentielle évolution, bah on regarde, on prend du temps, on évalue, et puis on propose des traitements complémentaires. Donc évidemment, l'arsenal thérapeutique est limité au bout d'un certain temps. Comment réussir à
à intégrer cette notion, de se dire finalement ce que j'ai quelque part, c'est incurable? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut beaucoup de temps pour digérer, la nouvelle, mais il faut aussi, être réaliste à la fois sur, les côtés positifs, je dirais sur le fait que c'est des maladies qui évoluent lentement et donc qui laissent du temps, à la médecine en fait d'évoluer et de changer et aussi être, très réaliste sur ce qui est faisable, à très long terme et donc moi, c'est passé par une phase de, je dirais, enfin, je vais reprendre les mots qui ont été, écrits un jour dans un compte rendu de neuropsy, justement. Une fois où je passais des tests, la soignante avait noté que, la façon d'internaliser cette chose, c'était, de l'intellectualiser et pour l'intellectualiser, en fait, j'ai lu énormément de littérature médicale, à ce sujet. Je me suis presque passionné, sur ça et donc en étudiant tous les aspects de la chose, en fait, bah, j'ai fini par accepter, quoi et c'est comme ça que, pour moi, ça a fonctionné. Je sais pas si c'est comme ça que ça peut fonctionner pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à vivre avec, je dirais. Comment ça s'est passé? Parce que tu me dis: «Je me suis marié, j'ai une petite fille». Tu en as parlé évidemment avec ta femme. Comment elle a réagi elle? C'est ouais, c'est marrant parce que donc, mon épouse est une ancienne collègue, en fait, de mon premier boulot et à l'époque, j'avais dit à personne que j'étais malade. Et j'avais pas honte du tout, mais j'étais jeune et un peu têtu et je m'étais dit: «C'est mon problème, je partage pas et tant que les autres s'en rendent pas compte, bah, c'est très bien» et bon, de fil en aiguille, en fait, je me suis rapproché de certains collègues dont Élise et puis j'ai fini par lui expliquer, à elle et à d'autres, à ce moment-là que j'avais un problème de santé. Et à ce moment-là, je leur avais annoncé que j'allais être opéré et Élise s'était mise à pleurer donc je m'étais dit: «Bon, je crois Il y a quelque chose. il doit y avoir un truc». Et donc voilà et donc Élise a toujours su que je suis malade et ça l'a jamais gênée outre mesure. Je pense qu'elle a adopté mon état d'esprit, c'est-à-dire, bah, on vit et puis on verra, quoi. Hem, donc c'est plaisant et donc oui, j'ai eu une petite fille et donc ça a été enfin, Tu t'es posé la question là, par je me suis contre? beaucoup posé de questions effectivement. Bon, il y a pas besoin de rentrer dans les détails, mais déjà d'une part avec les traitements de chimio, la fertilité masculine est vachement impactée. Mais il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance et que finalement, on n'a pas eu besoin d'avoir recours à de l'aide médicale. Mais donc forcément, je me suis posé des questions au moment de la chimio. Et puis après, au moment où on a commencé à avoir des enfants, je me suis posé la question parce que, voilà, tu parles de l'épée de Damoclès, clairement, il y a un risque qu'un jour, la maladie dérape et que mes enfants, enfin que je ne sois pas là pour voir mon enfant grandir, quoi. Mais en fait, encore une fois, j'ai enfin, j'ai considéré, et je pense qu'Élise est pareil comme moi, j'ai considéré que le bonheur que m'apporterait un enfant, en fait, serait dans tous les cas plus important, que le malheur qu'engendrerait, potentiellement Ta disparition. ma disparition et je disais le bonheur que m'apporterait un enfant, mais le bonheur qu'apporte un enfant pas qu'à moi, je veux dire à l'église, à ma famille et donc on a essayé de voir le côté positif d'une chose, je veux dire. Et bon, il se trouve que, bah, voilà, Adèle maintenant a 16 mois et tout va bien et il y a pas de problème. Il y a pas de problème et ta maladie, te permet même de vivre, des moments, exceptionnels et moi, j'ai eu l'occasion de faire ta connaissance sur un moment, exceptionnel, sur un trail dans le sud, Sahara marocain, où tu es parti, avec une équipe, très spécifique. Tu peux nous parler de cette équipe, qui s'est soudée, durant les 5 étapes et les 180 kilomètres? Absolument, ouais, donc au mois d'avril dernier, je reçois un mail de Catherine, la chirurgienne, qui m'a opéré et donc généralement, quand on reçoit un mail des chirurgiens, on est jamais hyper rassuré, mais cette fois-ci, je reçois un mail de ma chirurgienne qui me dit, de façon très synthétique, dans son style, grec. «Bonjour monsieur Géry, l'hôpital organise une course au Maroc, en novembre prochain. Est-ce que ça vous tente?»
Et donc moi, j'ai pas beaucoup réfléchi. Bon, j'en ai parlé à Élise parce que à l'époque, on avait un bébé qui avait 8-9 mois. Donc partir une semaine et laisser tout le monde derrière, c'est un peu égoïste. Mais en fait, Élise m'a encouragé à le faire. Et donc j'ai pas beaucoup réfléchi et j'ai tout de suite accepté. À l'époque, j'ai accepté sans trop savoir ce que c'était. Et puis ensuite, Catherine a fini par m'expliquer, donner quelques détails. Et donc effectivement, on est parti. Donc l'hôpital dans lequel je suis suivi pardon à Foch, à travers le chef du service des urgences, a monté en fait une équipe mixte patients, soignants, personnel de l'hôpital, pour participer au Grand Trail de la vallée du Drap, donc dans le sud marocain, comme tu l'expliques. Et donc le but, voilà, c'était de créer une équipe mixte, de casser un peu la barrière qu'il peut y avoir entre soignant et le patient, et puis aussi montrer un peu l'exemple. Montrer l'exemple, hein, c'est un peu prétentieux, mais bon, voilà, montrer à d'autres patients que il y a une vie après la maladie, et il y a une vie pendant la maladie aussi, parce que la plupart des patients qui étaient avec moi sont malades comme moi et ont toujours quelque chose. Et donc le but c'était vraiment ça. Moi, je l'ai fait aussi dans cet état d'esprit-là, en me disant que voilà, moi quand j'étais jeune, quand j'avais 23 ans et que j'étais un peu paumé, je cherchais un peu des références ou cherchais un peu des histoires qui pourraient me montrer que la vie continuait, quoi. Alors il a fallu que tu t'entraînes pour ça parce qu'on vient pas sur un trail, de 180 kilomètres, comme ça, la fleur au fusil. Non, effectivement, donc Benoît, l'initiateur, donc le chef du service des urgences, nous avait bien prévenu que c'était difficile, et puis de toute façon, on n'est pas mauvais en maths, donc on avait bien compris que 180 kilomètres dans le désert, c'était pas hyper simple. Et donc on a organisé quelques séances d'entraînement communes avec l'équipe. Pas autant que ce qu'on aurait aimé, mais néanmoins, on l'a quand même fait un petit peu. Et puis après, chacun s'est préparé euh, de son côté pour être le plus en forme possible leur vie. Sachant que ce qui fait aussi je dirais le caractère humain du Grand Trail de la Vallée du Drap, c'est que c'est aussi ouvert aux marcheurs. Et donc, des randonneurs aguerris peuvent venir se tester dans le désert. Oui, on Il y n'est a pas pas, il y a forcé de pas de courir limite, tout le temps. exactement. Il n'y a pas de limite de temps, et donc ça permet de rencontrer plein de gens, quoi, pas que les coureurs. Et surtout, ça permet de dormir sous la tente, à côté de son chirurgien, à côté de son anesthésiste, à côté de son psychologue. C'est quelque chose d'incroyable, quoi, parce que là, toutes les barrières, explosent. La barrière traditionnelle entre celui qui sait et celui qui souffre, elle n'existe plus, quoi. Absolument, ouais. Il y a quelque chose qui se passe, c'est clair. Euh, il y a les rôles qui peuvent même un peu s'inverser parce que 180 km, 5 jours, tout le monde a un moment difficile et donc de temps en temps c'est aux patients finalement d'encourager les médecins ou les personnels d'hôpital, et puis inversement on retrouve le schéma classique où c'est les médecins qui nous encouragent et qui nous entraînent, et donc c'est vrai, il y a vraiment plus de barrière. Et évidemment on partage la vie quotidienne donc sur un camp. Alors les camps sont hyper confortables et Oui, mais enfin l'organisation. quand même, au niveau de la douche, au niveau d'aller faire ses besoins, toutes ces choses, basiques, elles sont aplanies. Je veux dire, Oui. il y a plus de barrière et pendant les étapes, j'ai remarqué que vous étiez en binôme, en général, c'est-à-dire un soignant avec un patient. C'est ça? C'était ça ou Alors, c'était pas? pas fait exprès. Ah bon? Non, c'était pas fait exprès. On est tous partis en se disant que on savait pas trop comment on allait réagir au désert à la longue distance. Et finalement, des groupes se sont formés un peu naturellement en fonction du rythme de tout le monde. Euh, Toi, tu t'es retrouvé avec qui, par exemple? Moi, j'ai fait des étapes un peu avec tout le monde. J'ai beaucoup marché avec Catherine, ma chirurgienne, Catherine, c'est la c'est la neuropsy. neurochirurgienne. J'ai marché aussi avec Manon, qui est anesthésiste, avec Anne-Laure, qui est la psychologue. J'ai marché avec Benoît et Hicham. Donc Benoît, c'est qui est Chef des neurologiste, urgences. voilà, neurologiste qui était à l'origine. Hicham, c'était un autre patient. J'ai marché un peu avec tout le monde, moi. J'étais surtout dans l'état d'esprit de me dire que, enfin, c'était pas, j'étais pas venu pour la compétition. De toute façon, j'ai pas le niveau, et j'étais venu surtout pour, voilà, faire des rencontres et briser un peu cette barrière justement que tu décrivais. Donc, Est-ce que tu dirais que, avec le recul maintenant, est-ce que tu dirais que cette expérience, a été bénéfique par rapport à ta perception, de la maladie, par exemple?
Alors, je pense il faut que je prenne encore un peu de recul sur ça, à mon avis. On va voir dans les prochains mois, voire années, comment ça se passe là-dessus avec l'équipe. Mais je pense que oui. Je pense que ça nous permet, nous, patients, de voir qu'en fait, nos médecins sont des gens tout à fait normaux comme nous. Oui, mais qui ont leurs failles aussi. Oui, oui, qui peuvent avoir des difficultés. Alors, dans le groupe, finalement, il y a eu peu je dirais de défaillances ou de vraiment grosses failles dévoilées, mais c'est vrai que je pense qu'on a réussi à créer une solidarité vraiment importante et puis, je pense que maintenant on est devenus, des bons copains, quoi. Et on revient On va se toujours, revoir, on revient toujours au rugby, là. on revient un peu au rugby, ouais, c'est vrai. N'empêche, tu parlais, il n'y a pas eu de grosse défaillance. Moi, j'ai été témoin quand même Oui. d'une défaillance sérieuse. L'un des patients, alors j'imagine sans rapport avec sa maladie, a eu une défaillance terrible et il a fallu, comment dire? Le perfuser, je crois, non? Et je sais Non, en fait, donc un de mes camarades, de l'équipe, des patients? des patients, a eu, une surinfection, dans un genou. C'est quelque chose d'assez courant apparemment, dans le désert. Dans le désert, le problème, c'est qu'on chauffe beaucoup d'ampoules, parce que le terrain est pas stable, parce qu'il y a du sable, et les ampoules peuvent très, très vite s'infecter parce qu'on est dans un milieu pas du tout aseptisé et notamment, nous qui vivons, dans les pays occidentaux, en fait, notre système immunitaire est pas du tout préparé à ça. Et donc il a attrapé une infection à une ampoule qui est remontée dans son genou et donc c'était potentiellement très grave. Mais donc ce camarade a vraiment fait, donc il s'appelle Hicham, il a vraiment, Il est allé très loin quand même. il est allé très, très loin et enfin, à titre personnel, je trouve ça assez, enfin, ça force le respect ce qu'il a fait parce que donc il a quand même terminé l'étape longue. Donc il a terminé l'étape L'étape longue, c'est 60 kilomètres. kilomètres. Mmh. Donc c'est quand même costaud, sachant qu'on s'est déjà fait 3 étapes avant, qui sont très fatigantes et donc il a tenu à aller au bout de cette aventure et ça force vraiment le respect, étant donné ce qui s'est passé ensuite pour lui parce que donc effectivement, son genou s'est infecté. Il a dû être transféré ensuite à Marrakech où il a été soigné, et il est revenu après, à Paris, où il a été soigné également maintenant tout Oui, mais va bien. ça force le respect, mais ça fait peur aussi parce qu'on se dit, ce sont des gens qui ont une maladie, sérieuse, qui ont déjà une certaine forme de fragilité et qu'on va pousser et qui eux-mêmes vont aller peut-être au-delà de leurs propres forces et est-ce que ça altère pas un petit peu le bien fondé de l'expérience? Bah, alors pour ça, il faudrait demander à Hicham comment il l'a vécu. Ouais. Moi, je pense pas personnellement. Je pense que chacun connaît ses limites et chacun est prêt à pousser le curseur jusqu'où il a envie de le pousser. En l'occurrence, Hicham tenait à aller au bout et moi, je respecte complètement Oui, moi sa aussi, hein. volonté. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ça force le respect, d'autant plus que ce qu'il a fait, d'un point de vue physique, c'est quand même très compliqué, quoi. Donc, il est vraiment allé au bout de lui-même. Et effectivement, on pourrait penser que, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est pas se mettre en danger? Je tiens quand même à préciser que alors sur l'organisation, donc il y a une équipe médicale, qui a été super, Qui est au top, ouais. qui est vraiment au top, qui Et se puis sont bon, quand on a le ouais, quand on a la qualité des soignants qui vous accompagnent, on pense qu'il peut pas vous arriver quand même quelque chose de très sérieux. exactement. C'est ce qui a rassuré beaucoup ma famille, de savoir que je partais avec plusieurs médecins et l'addition des médecins, du trail de l'orga et des médecins de l'équipe a fait que, bah, voilà, tout s'est très bien passé. Tout est rentré dans l'ordre, assez rapidement. Ouais. Te voilà maintenant, trailer. Me voilà trailer, ouais. Oui, te voilà trailer. Est-ce que ça veut dire que tu vas persévérer, dans ce sens-là? Est-ce que tu te vois, individuellement, t'inscrire sur des trails et Il y a une grosse mode en ce moment, notamment, des gens de mon âge, qui ont la trentaine à Paris et qui se lancent dans le trail. Moi, j'ai beaucoup de copains qui se sont lancés vraiment, assez sérieusement, disons, dans le trail. Moi, j'ai moins la fibre, c'est moins mon truc, les sports d'ultra endurance. Mais néanmoins, le grand trail de la Lénura, il a un petit bout de reviens-y.
Et notamment, moi, je suis parti un peu, enfin, j'étais un peu blessé, je m'étais fait une entorse de la cheville avant, donc j'étais pas très entraîné. Et donc j'ai quand même beaucoup subi les étapes. Et c'est vrai que une fois qu'on y a goûté, on se dit pourquoi pas y retourner en étant en forme, pourquoi pas avec des amis aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment partager avec un groupe, parce que c'est une aventure collective. Donc ça a un petit goût de reviens-y. Pendant cet effort de longue durée, dans l'immensité du désert, est-ce que tu as revécu tous ces épisodes dont on a parlé? Ou est-ce que au contraire, tu as fait le vide par rapport à ça et que tu t'es projeté sur d'autres choses? Alors moi, j'y ai pas du tout pensé, pas une seule seconde, et ce qui est paradoxal parce que j'étais quand même entouré de mes médecins. Mais non, j'y ai pas pensé. Et en fait, le désert a moi, j'étais jamais allé dans le désert. Et le désert a cette faculté à vider l'esprit. On est capable de faire le vide, et c'est extrêmement reposant d'un point de vue intellectuel. Physiquement, non, on est fatigué, mais intellectuellement, ça fait un bien fou. C'est vide, il y a pas de bruit. L'horizon est loin. Enfin, c'est vraiment un environnement assez exceptionnel. On m'avait prévenu. Benoît nous avait dit aussi que vous verrez, vous raconterez ça à tout le monde, puis personne ne comprendra vraiment. Et je crois que c'est un peu le cas. Donc moi, ça m'a surtout permis de me ressourcer. Je dirais. Alors tu parlais de ton collègue Hicham et tu disais qu'il a forcé ton respect. Moi, j'ai envie de te dire que tu forces le mien à un point absolument incroyable et je voudrais que tu t'adresses maintenant à ceux qui sont dans la même situation que toi, qui ont pas la même maladie bien sûr, mais qui sont atteints par une maladie dite incurable et qui savent que peut-être que le chemin sera plus court que celui qu'ils imaginaient. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur transmettre, toi, qui manifestement a réussi à surmonter tout ça? Donc moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien, donc je dirais qu'il faut optimiser tout ce qui est optimisable, dans le sens où il faut pas se fixer de barrière, il faut avoir conscience de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire. Et à partir de là, bah, tout ce qu'on peut faire et qu'on a envie de faire, ben, il faut le faire à fond. Faut pas trop tergiverser. Euh, il faut Pas s'apitoyer sur soi-même? exactement, faut pas s'apitoyer sur soi-même. Voilà, c'est un type de maladie, et plein d'autres maladies, c'est un peu des coups du sort. C'est la faute, t'as pas de chance. C'est là, de toute façon, même si on s'apitoie si on se replie sur soi, ça changera pas la situation et ça la rendra plus désagréable qu'elle ne l'est déjà. Donc autant essayer de faire en sorte que, bah, voilà, on ait un quotidien heureux et qu'on vive de belles expériences comme de rentrer dans la vallée du dragon. Est-ce que tu as dans ta tête, dans celle d'Élise, je ne sais pas, des projets, un peu fous, à réaliser ou pas encore, On aimerait bien un deuxième enfant, ce qui est un projet un peu fou. Mais non, Élise est un peu comme moi. On a notre job, on a notre fille maintenant, mais on sort pas trop de la moyenne. Et bon, évidemment, on a envie de voyager, on a envie d'avoir d'autres enfants, et c'est surtout ça, sur ça qu'on se concentre, quoi. On n'a pas envie de. tu pas la conscience aujourd'hui d'être un garçon ordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire? Bah, alors pour le coup, j'ai conscience d'être quelqu'un d'assez ordinaire, je dirais. Ça me va très bien finalement, mais j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc finalement, ça c'est pas à moi vraiment d'en juger, je pense. C'est plutôt aux gens autour de moi. S'ils ont envie de penser ça, il y a aucun problème. Mais moi, de mon point de vue, j'ai rien fait d'extraordinaire. Que je vis, j'ai vécu, je continue de vivre. J'ai eu l'occasion de partager des moments extraordinaires dans un cadre extraordinaire avec une équipe extraordinaire, et À l'hôpital? voilà, avec l'hôpital et au Maroc. Et je pense que voilà, c'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir, quoi. Il faut continuer d'avancer, il faut prendre tout ce qui est à prendre, quoi. Et si pour terminer, je te pose, la question centrale de ce podcast, à savoir, pourquoi tu cours? Est-ce que tu as une réponse, précise? Rester en forme.
Ça va pas au-delà? Heu, Bah, on a tous des choses à se prouver, hein. On a tous des choses à se prouver donc et honnêtement, donc avant j'aimais pas les sports, enfin j'aimais pas courir, pour courir et en fait en pratiquant c'est venu et je prends quand même pas mal de plaisir maintenant à courir donc il y a quand même une notion de plaisir qui est importante. Donc je cours aussi pour plaisir, finalement. Pas pour boxer la maladie. Et de temps en temps, quand je suis vraiment dans le dur, que je cours et que je suis vraiment dans le dur, je me motive comme ça, mais en fait, ça marche jamais vraiment. C'est étonnant, donc je ressens pas le frisson en me disant: «Tiens, là, je suis en train de guérir» ou autre. Non, non, j'intègre ça dans ma routine, quoi. Merci Antoine, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Voilà, j'espère que cet entretien vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous. Alors peut-être